Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle soirée de la revue Carmonde. Alors on est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle soirée. L'été est passé et on redémarre une nouvelle saison. Alors pour celles et ceux qui connaissent pas la revue Carmonde, on va expliquer un petit peu quelle est cette revue. Donc la revue Carmonde, ce sont 4 numéros. Donc c'est une revue qui a pour but d'établir et de nourrir un courant de pensée issu de la vie des plus pauvres. Donc c'est une revue qui aborde les questions de société telles que la vivent celles et ceux qui sont en situation de pauvreté. Donc n'hésitez pas à participer à cette soirée, à poser vos questions. On est sûr que vous avez plein de questions, comme à chaque soirée. Donc n'hésitez pas à participer en commentaire. Et si vous souhaitez aussi vous abonner, ben, n'hésitez pas à vous abonner en vous rendant sur le site des éditions Carmonde. On va vous mettre le lien en description. Alors, on va parler ce soir du numéro 259 de la revue. Donc, ce numéro 259, il porte sur l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, un gros mot, une énigme, une menace, un peu tout à la fois, on ne sait pas trop. Donc ce soir, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair et de préciser un petit peu les choses. Alors, quelle est la réalité derrière cette expression? Comment l'intelligence artificielle impacte déjà nos vies? Et quelles sont les menaces pour les plus pauvres? Donc on va essayer de répondre à toutes ces questions avec nos deux intervenants. Alors, avec nous en présentiel, nous avons Hubert Tardieu. Donc Hubert, vous êtes ancien dirigeant de l'entreprise Atos. Vous avez été aussi ex-directeur du projet européen Gaia X, qui est un projet de partage de données industrielles à l'échelle européenne. Vous êtes aussi auteur de plusieurs livres sur le numérique, dont un livre à paraître bientôt aux éditions Odile Jacob, Le numérique au service du bien commun. Donc vous avez écrit l'article introductif du dossier de ce nouveau numéro de la revue Carmonde, intitulé L'intelligence artificielle au service des plus pauvres. Donc on va voir un petit peu avec vous ce que vous avez à dire sur ce sujet. Alors à distance, cette fois-ci, nous avons Michel Lansard. Donc Michel Lansard, vous êtes responsable du département numérique d'ATD Carmonde. Donc ce département, il réfléchit à ce que la numérisation de nos sociétés n'ajoute pas de l'exclusion à l'exclusion. Vous avez été aussi 16 ans volontaire d'ATD Carmonde et vous avez eu une société de services informatiques pendant 28 ans. Donc maintenant, vous réunissez vos deux passions dans le département numérique d'ATD Carmonde. Vous allez nous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Alors, vous avez coordonné, vous, un article qui rassemble les réflexions de membres d'ATD Carmonde de Brest et de Lyon. Donc, c'est deux ateliers qui ont eu lieu cette année. Et donc, vous allez nous raconter un petit peu le fruit de ces réflexions. Alors, l'intelligence artificielle, alors c'est une expression qui regroupe beaucoup de choses, avec des mots parfois un peu compliqués. Alors, on va essayer de savoir un peu de quoi parle-t-on exactement. Et là, je me tourne vers Hubert Tardieu. Alors, dites-nous, de quoi parle-t-on quand on parle d'intelligence artificielle? Merci et bonsoir à tous. Donc, de quoi parle-t-on quand on parle d'intelligence artificielle et Alors, plus, si vous pouvez rapprocher le micro de... plus Ouais, merci. généralement de numérique? Je voudrais vous donner pour commencer quelques chiffres qui vous feront prendre conscience de la Ah, je crois que présence. le micro... Ça marche pas? Ah, pardon. Attendez. Qui vous, ça va, c'est bon, qui vous font prendre conscience de la présence du numérique maintenant dans nos vies. Alors, un petit peu d'histoire pour commencer. Dans les années 70, on a vu apparaître les réseaux. On était habitué à utiliser le téléphone pour appeler sa famille, pour appeler des commerçants. Et progressivement, on a vu apparaître des réseaux qui ont permis de faire ce qu'on a appelé de la transmission de données. Et on est tellement habitué aujourd'hui à pouvoir envoyer des mails partout dans le monde qu'on a l'impression que ça a toujours existé. Mais ça a commencé dans les années 70. Dans les années 90, ce qui est apparu, c'est ce qu'on a appelé après le web, qui a été d'ailleurs inventé en Europe à Genève, qui a permis d'accéder à toutes ces données de façon simple, au départ avec des ordinateurs, les PC, et ensuite, évidemment, avec les smartphones. Quand on regarde la situation aujourd'hui, en 2019, disons où on a les chiffres, il y a dans le monde 3 milliards de smartphones, il y a 2 milliards de PC
et il y a 1,7 milliard de sites Internet sur lesquels on peut se brancher. Évidemment, tous ces équipements permettent à 4 milliards d'internautes, c'est-à-dire 54% de la population mondiale, d'être véritablement dans le numérique. Et ce chiffre de 54%, qui est un chiffre global, monte à 75 à 80% dans les pays industrialisés. En France, spécifiquement, 77% de la population a un smartphone et 76% a un PC. Bien sûr, on reparlera tout à l'heure avec Michel des autres, des 23% qui n'ont pas de PC ou de smartphone, et ça pose évidemment un problème majeur, mais aujourd'hui, c'est en quelque sorte la situation en termes de chiffres. Si on en vient maintenant à l'intelligence artificielle, c'est une des branches, je dirais, de l'informatique, mais c'est une branche qui, quelque part, est plus ancienne ou au moins aussi ancienne que l'informatique. Elle a été lancée aux États-Unis en 2006 sur une hypothèse sur laquelle je voudrais qu'on soit tous bien d'accord et conscients que c'est une hypothèse et qui dit que tous les aspects de l'apprentissage ou de l'intelligence peuvent être décrits de façon si précise qu'on peut construire une machine qui permettra de les simuler. Et donc ça, c'est un peu le rêve de départ des chercheurs à Dartmouth aux États-Unis. On va pouvoir faire en sorte qu'une machine puisse apprendre. Mais comme en science, c'est toujours bien plus difficile qu'on ne le pense, il y a eu ce qu'on a appelé les 2 hivers de l'intelligence artificielle. Le premier hiver, ça a été entre les années 74 et 80, quand après avoir déjà dépensé beaucoup d'argent, on s'est aperçu qu'on n'était pas capable de traduire du russe en anglais. Alors ça, c'était considéré par les Américains comme quelque chose d'insupportable, et du coup, les crédits ont été coupés pendant plusieurs années. Et il y a eu ensuite un deuxième hiver de l'intelligence artificielle, et cet hiver a duré jusqu'à ce qu'on a appelé l'arrivée de l'apprentissage profond. Je reviendrai, si vous voulez, là-dessus tout à l'heure. Et cet apprentissage profond, qui a été inventé à la fois aux États-Unis, au Canada et en France, a permis des progrès extrêmement significatifs dans des domaines sur lesquels on reviendra tout à l'heure, que sont la reconnaissance faciale, la reconnaissance vocale et le traitement automatisé du langage. On peut dire aujourd'hui que traduire du russe en anglais n'est plus un problème. Alors, peut-être pour terminer cette rapide introduction, au cœur de l'informatique, il y a bien sûr, et du numérique, il y a des équipements, je les ai cités tout à l'heure, mais il y a surtout des algorithmes. Et les algorithmes, ce sont ces programmes, ces logiciels qui sont, on a souvent comparé les algorithmes à des recettes de cuisine, c'est-à-dire on dit à la machine ce qu'elle doit faire étape par étape, et la machine le fait. On a été habitué à ce que ces algorithmes soient programmés par des programmeurs, par des êtres humains, et ça a été le cas pour le numérique jusqu'à relativement récemment. L'intelligence artificielle a permis de faire en sorte qu'on n'ait plus besoin de programmer à la main, disons que programmer soi-même par un être humain ces algorithmes, mais qu'en examinant des données passées, eh bien, on soit capable de progressivement enseigner aux machines la manière de véritablement réaliser ce qu'on faisait autrefois à la main. Donc, grosso modo, et j'en terminerai là-dessus, dans l'apprentissage qu'on a appelé apprentissage machine, ce qui est très important, c'est de dire que pratiquement tout ce qui fonctionne aujourd'hui en matière d'intelligence artificielle se fait grâce à ce qu'on appelle de l'apprentissage supervisé. C'est-à-dire que la machine propose un résultat et ce résultat n'est validé que pour autant qu'un être humain confirme que ce résultat est bien le bon. Quelque chose qui n'est pas au fond
très différent de l'apprentissage des enfants, où le maître leur dit, là, ce que tu as dit ou ce qui a été dit, c'est juste, ou là, c'est faux. Donc ça, cet apprentissage supervisé, on le comprend bien, on le maîtrise bien. L'étape d'après, étape pour laquelle on n'est pas encore tout à fait sûr dans quand est-ce qu'elle va advenir véritablement, c'est un apprentissage non supervisé où on se contente, si vous voulez, de laisser la machine, souvent deux machines, se corriger mutuellement jusqu'à temps qu'on arrive à des résultats probants. Vous aviez tous probablement entendu parler du moment où la machine a battu un être humain dans les échecs, puis ensuite dans le Go. Eh bien, c'est par l'apprentissage par renforcement que ces résultats ont été obtenus. Voilà, en quelques mots, Geoffrey, ce qu'on peut en dire. D'accord. Donc je comprends que pour l'instant, derrière l'intelligence artificielle, il y a l'intelligence humaine, pour le moment. Une Il y grande a partie. de l'intelligence humaine, mais surtout, et c'est ça, je pense, sur lequel Michel va revenir, une utilisation des données enregistrées, passées, et rien ne peut se faire en intelligence artificielle si on ne dispose pas de données. Très bien, merci. Alors, Michel, je me tourne vers toi maintenant. Euh, alors, quelle représentation de l'intelligence artificielle ont les membres d'ATD Carmonde qui ont réfléchi à la question lors de deux ateliers qui étaient à Brest et à Lyon? Alors, en fait, la revue Carmonde, quel que soit le sujet, cherche toujours à ce qu'il y ait des militants et des militants de Carmonde qui puissent réfléchir et s'exprimer sur le sujet qui est travaillé. Donc, il n'y a pas d'exception sous prétexte qu'on parle d'intelligence artificielle. Et on sait, on vient de le dire, que c'est des mots qui font peur, donc ça fait peur à tout le monde. Mais en fait, j'ai demandé à des militants et des militants de Carmonde de Brest, parce qu'il existe depuis plusieurs années un atelier lire-écrire numérique, où ils se réunissent un vendredi sur deux pour réfléchir sur des sujets et puis écrire. Ils ont un blog, ils ont un compte Twitter où ils s'expriment là-dessus, et vous pouvez retrouver dessus d'ailleurs tout ce qu'ils ont dit. Et j'ai demandé au groupe de Lyon, parce que depuis un peu plus de 2 ans, il y a des ateliers de préformation numérique. Et donc, il y a une envie de réfléchir et de travailler à ce niveau-là. Et sur Lyon, on a organisé ce qu'on appelle un café-rencontre, où sont venus des militants Carmonde qui connaissent bien le mouvement, mais aussi des gens plus ou moins en galère, qui ne connaissaient pas encore vraiment le mouvement, mais qui sont venus parce qu'ils avaient envie de réfléchir là-dessus. Ce qui m'a frappé, en particulier avec le groupe de Brest, c'est que lorsque Monique, qui est co-animatrice de cet atelier, un vendredi leur a parlé du projet pour voir si ça les intéressait, avec l'idée, on en parlerait 15 jours après, et ça a embrayé tout de suite. Tout de suite, ils se sont mis à parler, à réfléchir, ils avaient plein de choses à dire. Et on peut résumer ces échanges Brest-Lyon avec ce que disait l'un ou l'une d'entre eux, je ne sais plus. On peut penser qu'on n'ait pas grand-chose à dire, car on n'est pas des spécialistes. Et pourtant, point de suspension. Et, voilà. Et alors, à partir de là, je dirais différents moments, j'utiliserai ce qui s'est dit dans ces deux rencontres. Mais un des premiers points, c'est qu'effectivement, on ne sait pas trop ce que c'est, quoi. Et ce qui interrogeait beaucoup, c'est le mot artificiel. Et plusieurs personnes ont spontanément eu la même image artificielle. Ce qui me vient, c'est les plantes artificielles en plastique. Ce n'est pas des vraies. Et puis, intelligence, je sais, je connais, mais artificielle, je connais les fleurs artificielles. Ce n'est pas naturel. L'intelligence artificielle, est-ce que c'est une intelligence qui n'est pas naturelle ? L'intelligence, pour moi, c'est une grandeur de l'être humain. L'intelligence artificielle serait alors une intelligence qui ne bouge pas, car l'artificiel reste en vie longtemps, sans pour autant se faner, toujours l'image des fleurs, quoi. Et quand j'entends intelligence artificielle, je me sens un peu désemparé. Le mot intelligence me plaît, mais il y a plein de sortes d'intelligence. Celle que je préfère, c'est l'intelligence du cœur. Et je crois que c'est la plus importante. L'autre,
sert trop souvent à classer les gens. Et c'est vrai, on aura l'occasion de le redire, que les algorithmes, souvent, ils servent à trier, à classer, y compris les humains, quoi. Une autre réflexion, c'est artificiel, qui n'est pas vivant, qui ne réfléchit pas tout seul. Et ça reprend ce que vient de dire Hubert sur certains aspects, ou que ce sont des humains qui programment derrière cette intelligence, quoi. Donc, ils ont essayé de réfléchir spontanément comme ça, s'il fallait changer de nom, intelligence artificielle. Et ce qui venait, c'était un raisonnement artificiel, une connaissance artificielle, une logique artificielle. Et puis, curieusement, derrière cette méconnaissance, et puis on le verra un peu plus tard, la peur qu'il y a, il y a aussi un espoir de sagesse. C'est le mot qui a été utilisé. Voilà. Je prends quelqu'un qui disait, le second mot artificiel n'est pas positif, il n'est peut-être pas très bien choisi. Numérique dirait mieux qu'il s'agit par la puissance des calculs d'augmenter les capacités humaines. Comme toujours, plus il y a de puissance, plus il devrait y avoir de sagesse. Et je me souviens au début de la micro-informatique qu'on rêvait de partager le savoir. Et au début de l'intelligence artificielle, on se disait que les humains avaient plein de défauts et que l'ordinateur serait plus neutre, donc plus juste, donc plus sage. Simplement, on oubliait qu'il était toujours programmé par des humains, justement, qui, eux, ne sont pas très sages. Voilà. Donc, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle beaucoup derrière ces réflexions et qui laisse à réfléchir. Eh bien, merci Michel. Alors maintenant qu'on a un petit peu posé le sujet, est-ce que tous les deux, vous pouvez nous donner quelques exemples sur comment l'intelligence artificielle, elle est déjà présente dans nos vies? Oui, je peux peut-être commencer, et ensuite Michel complétera. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, le numérique et l'IA, et c'est pour ça qu'ils sont populaires, ils rendent énormément de services. Aujourd'hui, quand on veut aller à un endroit, eh bien, on met son GPS, et son GPS, c'est véritablement de la communication, de la transmission de données, du numérique et de l'intelligence artificielle. De la même façon, on est aujourd'hui aidé considérablement dans un certain nombre de tâches par l'intelligence artificielle. On y reviendra tout à l'heure sur les dangers que ça peut procurer, mais beaucoup des démarches administratives que nous faisons tous les jours sont quand même considérablement simplifiées par le fait qu'on peut les faire à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, et que une fois, alors quelquefois c'est un peu difficile de s'y retrouver, mais une fois qu'on a fini, on n'a pas besoin de se déplacer dans un guichet administratif et d'attendre de faire la queue et tout ça. Donc ça, c'est pour parler des choses tout à fait banales. Dans les choses qui sont peut-être moins connues, c'est tout l'apport de l'intelligence artificielle dans la médecine. En particulier, il est sûr aujourd'hui que dans le diagnostic du cancer, eh bien, l'intelligence artificielle a proposé des résultats tout à fait spectaculaires. Et donc ça, on peut dire que c'est incontestablement un vrai plus. On arrive à faire apprendre à la machine des diagnostics qui ont été faits par des centaines et des centaines de médecins, qui fait qu'à la sortie, elle est capable, par exemple, de déceler si tel point de beauté qu'on a sur la peau est plutôt dangereux, ou si c'est simplement une petite excroissance qui n'a pas d'importance. Voilà, c'est les exemples qui me viennent à l'esprit. Peut-être, Michel, de ton côté. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on utilise tous les jours. Par exemple, quelqu'un qui a un smartphone, que ce soit sur iPhone ou Android, peu importe, on va pouvoir, par exemple, parler pour dicter un SMS, un message. C'est ce qu'on appelle les commandes vocales. Et derrière, c'est de l'intelligence artificielle. La même chose dans certains cas, lorsqu'on prend une photo toujours avec son smartphone, ou etc., quoi. Donc il y a beaucoup de choses. Et quand on dit ça comme ça, c'est génial, c'est pratique, et puis je me fous de savoir que c'est de l'intelligence artificielle, c'est pratique et je m'en sers.
Et puis il y a quand même aussi derrière le côté des fois embêtant. Par exemple, Hubert a donné l'exemple des GPS, c'est super pratique, moi je m'en sers depuis très longtemps, pas de souci avec ça. Voilà. Mais il y a des phénomènes des fois négatifs. Par exemple, tout près de chez moi, il y a une petite rue plutôt étroite avec des trottoirs très étroits. C'est une rue où il y a beaucoup de personnes âgées, puis il y a des familles avec des jeunes enfants. Et avant, il passait pratiquement jamais de voiture là-dedans, sauf les gens qui habitaient dans la rue. Et puis, comme ils ont installé un tramway pas loin, et puis des feux tricolores, etc., ben, d'un seul coup, il s'est mis à passer plein de voitures qui passaient à toute vitesse dans cette pauvre petite rue, tout simplement parce qu'il y a un logiciel qui s'appelle Waze, et qui, avec l'intelligence artificielle, a dit à tous ses conducteurs, ben, si vous voulez éviter de perdre du temps avec les feux rouges et le tramway, etc., ben, vous passez dans cette rue. Hein. Donc, voilà. Donc, des fois, il y a des trucs géniaux qui, pour les uns et puis négatifs pour les autres. Des fois, c'est une gêne passagère, puis des fois, c'est des choses dramatiques quand l'intelligence artificielle, elle s'est trompée, et puis qu'elle vous a enlevé un droit ou des choses comme ça. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est clair qu'on n'en a pas conscience. Il y a plein de choses où on a de l'intelligence artificielle. Par exemple, bon, beaucoup utilisent les réseaux sociaux. On utilise Facebook en ce moment, quand ils ne tombent pas en panne comme hier. Hein. Et ben, c'est des algorithmes, c'est l'intelligence artificielle qui cherche à savoir qu'est-ce qui nous intéresse et qui nous amène les idées ou les choses qui a priori vont nous plaire. Donc c'est génial, j'ai des informations qui m'intéressent. Et en même temps, phénomène de rebond négatif, bah, je suis toujours dans les mêmes idées, je suis toujours dans les mêmes petits groupes, et puis bah, j'ai jamais l'occasion de rencontrer d'autres gens, de voir qu'il y a d'autres idées qui existent et de pouvoir réfléchir plus largement. Alors c'est bien parce que tu lances déjà la question suivante qui était comment l'intelligence artificielle transforme le monde. Alors, je vais peut-être reprendre là où on en était, c'est-à-dire que, comme vient de le dire Michel, le numérique et l'IA rendent d'immenses services tous les jours. Mais là où ils apparaissent comme gratuits, en réalité, il ne faut pas se tromper, et c'est ça vraiment sur lequel je voudrais insister, en même temps qu'ils rendent ces services, ils capturent des données, et comme on le disait tout à l'heure, ces données sont nécessaires pour alimenter les algorithmes, pour alimenter cet apprentissage machine. Alors Et quand on donc, dit données, juste pour préciser, alors, c'est quoi ces données? alors les données, si vous voulez, si l'on prend par exemple un des exemples les plus connus, c'est celui de l'utilisation d'Amazon pour acheter des livres, eh bien, si vous utilisez Amazon pour acheter des livres, au bout d'un moment, Amazon vous proposera d'autres livres qui, a priori, ont été appréciés par les gens qui ont acheté le livre que vous avez acheté. De la même façon, pour tout ce qui concerne ce qu'on appelle les playlists, c'est-à-dire les morceaux de musique qu'on aime, eh bien, si vous aimez tel et tel morceau, il est probable que vous aimerez aussi tel et tel morceau. Comme le disait Michel tout à l'heure, la conséquence de tout ça, et on y reviendra, c'est d'enfermer dans toujours les mêmes goûts, les mêmes gens, et finalement de renforcer l'emprise du passé sur votre futur. Mais je voudrais aussi insister sur le fait que ce numérique et cette intelligence artificielle formatent, on le disait tout à l'heure, notre monde, et l'article dans la revue de Marc Hunyadi est de ce point de vue extrêmement intéressant quand il dit qu'en réalité, si vous ne vous inscrivez pas dans le processus que la machine vous impose, alors vous n'arrivez pas à faire votre démarche administrative que vous voulez faire. Et pour ceux qui sont habitués à ce genre de gymnastique, bon, tout va bien, mais ceux pour qui ça n'est pas naturel, ils vont se trouver très rapidement en échec, et en échec de façon répétée, parce qu'ils ne comprennent pas quelle est la logique qui est poursuivie dans ce processus administratif. Ce qu'on peut dire aussi
c'est que les sociétés qui font du numérique et de l'intelligence artificielle poursuivent donc un objectif qui n'est pas apparent, un objectif qui est caché, qui est qu'à l'occasion de l'utilisation de leurs services, ils puissent capturer le maximum de données sur vous et ensuite se resservir de ces données pour les vendre à des commerçants qui, connaissant vos goûts, connaissant vos habitudes, vont pouvoir faire ce que l'on appelle de la publicité ciblée, c'est-à-dire vous offrir des articles qui, a priori, feront tilt dans votre tête et que vous aurez envie d'acheter. Donc, si j'avais à dire par rapport à tout ça, on est en face d'un phénomène dont on peut dire qu'on l'a vu toutes les fois qu'une nouvelle technique, un progrès technique est arrivé, l'imprimerie, la machine à vapeur, l'électricité, à chaque fois on crée des troubles. On peut se dire, eh bien, il y aura un temps pour chaque chose et un temps où on s'habituera à tout ça et ça nous paraîtra naturel. Je pense, et si vous le souhaitez, on pourra aller un tout petit peu plus loin là-dessus, que le numérique et l'intelligence artificielle auront des conséquences sur nos vies, sur le monde, qui sont probablement plus profondes que ce qu'ont été les précédents progrès techniques que nous avons vus. Alors, vous citiez l'article de Marc Ouniadi. Alors l'article s'intitule «L'obéissance aux machines fait de nous des machines obéissantes». Donc qui synthétise un petit peu ce que vous disiez. Alors justement, sur les peurs, peut-être Michel, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui fait peur dans l'intelligence artificielle selon les personnes qui ont participé aux 2 ateliers à Brest et à Lyon? Une des premières peurs qui ressort, c'est, disons qu'on pourrait la résumer derrière le mot chômage. C'est par exemple quelqu'un qui dit que l'intelligence artificielle, c'est les robots. Les caisses automatiques qui suppriment les caissières, le métro sans chauffeur, le robot pour faire des voitures, mais qui va supprimer des ouvriers. C'est ce qui se fait tout seul, sans l'être humain. Plus ça va dans les usines, plus il y a des robots et moins d'emplois. On va dans l'inconnu, ça fait peur, ça nous dépasse. Et puis le rapport humain n'est plus là. À la banque, maintenant, il n'y a plus personne au guichet. C'est tout des machines. Ça fout les boules. Les hommes ont été remplacés par des machines, mais les machines, elles ne sont pas toujours correctes. Ça promet pour l'avenir. Donc il y a vraiment une crainte à ce niveau-là. Il y a aussi une crainte au niveau de la perte des émotions humaines, je dirais. Par exemple, quelqu'un qui cite avoir vu à la télé un reportage où une maman était bouleversée parce que sa fille de 16 ans, qui est trisomique, avait placé en tête de la liste des personnes qu'elle désirait inviter pour son anniversaire le nom du robot qui servait les repas à l'institut médico-éducatif où elle était. Donc, elle voulait inviter le robot à son anniversaire. Et ça travaillait beaucoup, certains disaient, mais est-ce que les robots, ils ont des émotions? Et il y a par exemple un programme au Japon. Le Japon est très très en avance comme pays au niveau de la robotique. Et il y a un robot qu'on peut commander pour avoir des compagnies. Quand les gens sont seuls, ils vont appeler, le robot va venir discuter avec eux, essayer de leur monter le moral, etc. Mais en fait, comme faisait remarquer des militantes, la personne a besoin de liens humains. On fait appel à un robot qui écoute, qui répond, mais avec des phrases déjà préenregistrées. Et ça, c'est effrayant. Il y a quelqu'un qui résumait très bien cet aspect-là aussi en disant « Je ne veux pas aller voir un psychologue robot ». Tout est dit, rien que à ce niveau-là. Et donc, ce qui fait peur, c'est la machine. Est-ce qu'elle est contrôlée par l'homme? Est-ce que l'homme est contrôlé par la machine? Et quelqu'un qui disait, par exemple, une machine qui va pointer ton passage quand tu arrives dans l'entreprise. Le jour où il t'arrive un truc, elle va pointer que tu n'es pas là. Et on ne pourra pas l'appeler en lui disant « Tiens, machine, il m'est arrivé un truc perso ». Pour elle, un numéro, tu n'es pas là, donc tu n'es pas là.
n'a plus d'autre chose à dire à ce niveau-là. Donc il y a vraiment, c'est ça, la perte du chômage et la perte des émotions humaines, le dialogue avec la machine, pour moi, c'est des peurs qui ressortent beaucoup. Et puis, il y a les peurs en fait, qui sont cachées derrière les mots, quoi, hein. On l'a vu tout à l'heure quand Hubert parlait d'algorithme, mais même déjà le mot numérique, qui est un mot pourtant tout simple, il fait peur. Et souvent, je vois encore quelqu'un récemment qui me disait, moi je veux rien de numérique, je ne toucherai jamais à ton numérique, là, voilà. Okay. Et puis je dis, bon, ok. T'as fait quoi hier soir? Oh ben, j'ai regardé un film à la télé, oui, ben, ça m'a fait du bien, ça m'a changé les idées. Ah bon, et tu as encore une antenne sur le toit? Ah non, j'ai une box. Donc il ne veut pas de numérique, mais il regarde tous les soirs la télé avec du numérique. Mais il fait du numérique sans le savoir. Voilà. Donc c'est aussi des gros mots qu'il faut montrer qu'on s'en sert, qu'il y a du négatif, il y a du positif. Et puis voilà. D'accord, merci. Donc donc il y a les peurs, mais il y a aussi qu'est-ce qui relève d'une menace, on va dire, plus réelle, notamment pour les personnes les plus pauvres. Hubert. Alors, peut-être avant de répondre à votre question, et Michel rappelait très justement que la peur du chômage était probablement la première des peurs. Malheureusement, elle n'est pas nouvelle. Quand la machine à vapeur est arrivée, quand l'électricité est arrivée, il y a eu les mêmes situations. Le manque de contact humain est très important. Je voudrais prendre peut-être 2 minutes pour dire un peu ce qu'on a écrit dans ce livre qui paraîtra au mois de janvier. Ce qui change vraiment avec le numérique, c'est un rapport au monde qui évolue. Premier point, c'est le rapport au temps. Avec le numérique, et on le fait actuellement, on sacralise le moment présent, c'est-à-dire que tout est organisé autour du moment présent. C'est aussi une confusion complète entre l'espace réel et l'espace virtuel, et c'est aussi, dans le rapport à la mémoire, une transformation. Enfin, chacun d'entre nous, à un moment donné, ne peut pas résister à l'envie de, sur son smartphone, chercher quelle est la capitale de l'Ukraine, parce que ça lui fait trop mal de ne pas trouver, s'il ne peut pas se rappeler, si vous voulez. Donc ça, changement de rapport au temps, changement de rapport à l'espace, changement de rapport à la mémoire, avec un problème sur lequel à peu près personne ne comprend rien, c'est qu'est-ce qui va se passer pour les jeunes enfants qui ont eu une tablette depuis qu'ils ont 2 ou 3 ans. Comment est-ce que le temps, l'espace et la mémoire vont se forger dans leur tête? Ça, c'est vraiment un sujet d'une très très grande inquiétude et qui est complètement nouveau. Rapport aux autres aussi, c'est très important, ce que Michel disait tout à l'heure, c'est-à-dire les réseaux sociaux ont amené à constituer une certaine logique qui consiste à s'enfermer dans ce qu'on a appelé des chambres d'écho, c'est-à-dire à ne fréquenter que toujours les mêmes qui pensent comme vous, à se mettre en situation de ne jamais être à la rencontre de l'insolite, de gens qui ne pensent pas comme vous. Et le dernier sujet sur lequel je crois il faut vraiment insister, parce que ça va être de plus en plus mis en avant, c'est dans le rapport au corps, dans le rapport à la maladie, dans le rapport à la mort, cette idée que grâce au numérique, on peut passer de ce qu'on a appelé la chance d'avoir la santé au choix d'avoir une santé qu'on aura décidé soi-même. Et ça nous amène bien sûr dans ces discussions qui ont commencé autour du transhumanisme, c'est-à-dire qu'on réparerait le corps pour qu'on puisse vivre au-delà de 100 ans, 120 ans, 150 ans. Et bien entendu, il y a là derrière tout ça un gigantesque problème d'une santé qui serait réservée à ceux qui peuvent se la payer, si vous voulez. Et donc là, il y a quelque chose qui est extrêmement dangereux. Donc, des choses qui sont semblables à des transformations techniques qu'on a connues autrefois et des choses sur lesquelles on n'a absolument pas aujourd'hui de perspective certaine sur ce que ça va amener
dans l'humanité. On a beaucoup parlé de post-humanisme pour refléter ça, c'est-à-dire un humanisme qui serait différent de celui auquel on a été habitué dans les sociétés dans lesquelles nous vivons. D'accord. Alors si on revient sur les plus pauvres, quel problème l'intelligence artificielle pose pour les plus pauvres? Je ne sais pas si... Peut-être Michel? En fait, elle pose des problèmes à toute l'humanité, hein, soyons clairs. Avec le risque, comme vient de dire Hubert sur la santé, que certains, parce qu'ils ont les moyens, ils prennent tous les côtés positifs de la chose, et que les autres, ils restent sur le carreau. Et comme toujours, plus on est pauvre, plus on est dans la galère, plus on est loin de profiter de tout le côté positif de l'intelligence artificielle. Mais il y a aussi des dangers de l'intelligence artificielle lorsque je citais quelqu'un tout à l'heure qui disait que ça pourrait servir à trier les humains. Il y a quand même des essais qui se font de ci, de là pour trier ceux qu'on va embaucher, par exemple, trier ceux qu'on va libérer de prison ou pas, parce que l'intelligence artificielle aura décidé, elle, dans son coin, que ça peut être trop dangereux de le libérer maintenant, que l'intelligence artificielle va décider que la famille, elle est peut-être encore dangereuse pour l'enfant, il faut le placer, etc. Il y a beaucoup de choses où il y a des dangers, et moins on est armé, et plus on dépend des autres, des services qui utilisent ces outils, plus évidemment c'est dangereux. Mais ce qu'il y a surtout derrière, il y a ce qu'on appelle dans le jargon des métiers les biais. C'est-à-dire que par exemple, l'intelligence artificielle, on va lui apprendre à reconnaître un chien, par exemple, parce qu'on va lui montrer des millions de photos de chiens, des gros, des petits, des noirs, des blancs, assis, couchés, la patte en l'air, etc. Et tout ça, elle va finir par comprendre que c'est un chien, mais elle ne va jamais reconnaître qu'est-ce que c'est qu'un chat. Voilà. Elle apprend en fonction de ce qu'on lui donne. Voilà. Si pour embaucher quelqu'un, je lui montre toutes les photos des employés qu'il y a déjà dans l'entreprise, et que ce ne sont que des hommes blancs, hein, évidemment que l'intelligence artificielle, quand elle verra une femme, qu'elle soit blanche ou noire ou jaune, etc., elle dira non, c'est pas un bon profil pour l'embaucher. Donc, parce qu'elle a classé que c'était que les hommes qui étaient bien. Quoi. Donc, c'est ce qu'on lui montre qui risque de fausser. Et les plus pauvres étant dans nos différentes sociétés exclus, rejetés, ignorés, etc., et si on n'en tient pas compte quand on travaille sur une intelligence artificielle, en fait, on va rajouter de l'exclusion à l'exclusion. Et ça, c'est un des gros dangers à ce niveau-là. On peut peut-être, si vous voulez, résumer ce que Michel vient de dire. Toutes les fois que l'intelligence artificielle est utilisée à des fins contraires à nos valeurs, il faut la dénoncer. Alors on peut prendre plusieurs exemples. Il y a dans la revue un article tout à fait remarquable de Philippe Ashton, qui était le rapporteur à l'ONU de la grande pauvreté. Il a montré que le principal usage de l'intelligence artificielle aujourd'hui était pour déceler les fraudes, en particulier toutes les fois où il y avait des demandes d'assistance qui ne seraient pas justifiées par une situation réelle. Bon, c'est sûr que c'est une hypothèse que la fraude peut être détectée, mais de se servir de l'intelligence artificielle que pour ça, c'est tout à fait inacceptable. Sans parler, si vous voulez, de ce qu'on appelle le système du crédit social en Chine, où ceux qui critiquent le gouvernement n'ont plus le droit de prendre le train, si vous voulez. Donc on voit bien que tout ça est entièrement contraire à nos valeurs, sans parler bien sûr
des fake news qui sont utilisées, et nous allons rentrer en période électorale, et on sait très bien qu'elles peuvent considérablement influencer les élections. Et ceci nous ramène à cette question absolument fondamentale. Si on dit il ne faut pas utiliser l'intelligence artificielle à des fins contraires à nos valeurs, ça nous ramène à la question quelles sont nos valeurs? Et c'est là où véritablement il faut absolument que le numérique nous amène à se reposer un certain nombre de questions. Et je voudrais citer le point de vue qui a été défendu par Marc Hunyadi dans son livre sur le post-humanisme. Une des grandes difficultés du moment, c'est ce qu'il appelle l'idée d'une petite éthique qui ne fait que renforcer l'individualisme. C'est aussi cité dans l'article de Claude Kirchner, où au fond, tout ce qui n'empiète pas sur la liberté d'autres individus est suffisant. Et il n'y a plus aucune notion de bien commun, de vision collective. Alors on a bien entendu vu ça à l'occasion du vaccin, où si moi j'ai pas envie de me faire vacciner, la conséquence que ça aura sur les autres et sur la diffusion de la maladie ne me concerne pas. Et donc ça nous amène à nous reposer fondamentalement quel est l'objectif que nous visons, quel est le bien commun que nous visons. Et très clairement, par rapport à votre question, le fait de diminuer les inégalités, le fait d'être au service des plus pauvres, fait partie du bien commun, mais ne se retrouvera jamais dans cette idée de petite éthique où on se contente de se protéger des libertés individuelles, si vous voulez. Voilà en quelques mots la façon dont on a essayé de l'expliquer dans ce livre que nous publierons à la fin de l'année. J'aimerais rappeler ce que disait un militant Carmont, je ne sais plus quel pays, peu importe, qui disait si une action n'est pas pensée avec nous, elle sera contre nous. Et là, c'est pareil, si tous ces outils basés sur l'intelligence artificielle ne sont pas pensés avec les plus pauvres dans les différents pays, eh ben, ils subiront les dégâts. Quoi. C'est bien pour ça d'ailleurs que le mouvement est là, pour essayer de se battre, et qu'on a créé entre autres le département numérique, mais ce n'est qu'un outil parmi d'autres. Alors justement, on a une question des internautes, donc une personne qui nous demande, y a-t-il des lieux, des gens, des instances qui réfléchissent sur les dangers évoqués de l'intelligence artificielle, les dérives pour les plus pauvres et proposent un certain contrôle? Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a en France, je suis très content qu'il ait accepté de faire un article, ce qu'on appelle le comité d'éthique, qui au départ était principalement tourné vers la biologie et qui a aujourd'hui, à titre pilote, malheureusement, mais j'espère que ça va être officialisé, s'occupe de définir ce que doit être l'éthique dans le numérique et dans l'intelligence artificielle. Ça, c'est spécifique à la France et l'article de Claude explique très bien ce qu'ils ont fait, en particulier au moment de la pandémie. Au niveau européen, il y a eu toute une réflexion sur l'intelligence artificielle, mais, si vous voulez, qui s'est contenté de classer les différents systèmes d'intelligence artificielle par rapport aux dangers qu'ils représentaient et d'obliger ceux qui représentaient les plus grands dangers, comme le système de crédit social tel que je l'évoquais en Chine, à demander une autorisation qui, bien sûr, ne leur sera pas accordée. Mais je voudrais vraiment insister sur le fait qu'on revient sur cette question. On ne veut pas faire comme les Américains, on ne veut pas faire comme les Chinois. Encore faudrait-il qu'on sache définir quelles sont ces valeurs européennes que nous voulons refléter dans notre usage de l'intelligence artificielle. Merci. Alors on prend une autre question des internautes. Alors là, ça concerne surtout les données. Donc depuis quand des données sont dans le big data? Alors il faudra peut-être expliquer ce que c'est que le big data. Voilà. Le big data, c'est une manière, à mon avis,
pas très fine de dire que les données sont d'autant plus importantes qu'elles sont big, c'est-à-dire qu'on en a beaucoup. Donc ça, c'est probablement vrai. Moi, je préfère utiliser le mot analytique, c'est-à-dire les données qu'on est capable d'analyser pour en tirer un certain nombre de résultats. On peut dire qu'il y a eu deux temps. Il y a eu le temps avant que le règlement général pour la protection des données ne soit officialisé en Europe, ce qui a... Alors, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est que Alors, qu'est-ce que c'est? Vous le connaissez tous parce que à chaque fois que vous voulez faire quelque chose de pressé, on vous demande si vous êtes d'accord de partager vos données. Et comme vous êtes pressé, vous appuyez sur oui de façon à peu près systématique. Ça date grosso modo de 2018, c'est spécifique à l'Europe et le mot-clé du règlement général de la protection des données, c'est le consentement. On ne peut vous demander vos données que pour autant que vous consentiez à les partager. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les données n'ont pas besoin de consentement pour être stockées, si vous voulez, c'est-à-dire que n'importe qui a accès aux données peut les stocker. Quant à la Chine, et comme vous savez, ça a été tout à fait la liberté totale. Cet été, vous avez peut-être vu que le gouvernement chinois, qui s'inquiétait que les données soient plus dans les mains des sociétés privées que dans les mains du gouvernement, a décidé de mettre en place une réglementation qui, par certains côtés, ressemble au règlement général pour la protection des données. Et comme on est en Chine, d'ici la fin de l'année, ça sera fait, si vous voulez. Mais on peut dire que cette protection des données individuelles est aujourd'hui un fait acquis en Europe. Ça le sera aussi en Chine et ça l'est aussi dans un certain nombre d'États américains comme la Californie. D'accord. Alors la personne prolongeait son questionnement en demandant qui est le propriétaire de ces données, à qui appartiennent ces données. Alors ça, c'est un sujet extrêmement difficile qui a conduit certains à dire qu'on pouvait mettre ces données, les valoriser, si vous voulez, et les faire payer. Il ne faut pas se tromper sur une valeur qui est absolument essentielle, je dirais, en Europe, qui est celle du partage. Alors, on retrouve ça, bien sûr, chez ATD. Les données sont des ressources dont il faut dire qu'elles doivent être partagées pour mieux servir l'humanité. Mais ça doit se faire avec le consentement de ceux qui ont, alors pour répondre plus spécifiquement à la question, ceux qui ont généré les données sont en principe ceux qui en sont propriétaires. Mais un monde où chacun cacherait ses données serait un monde qui deviendrait invivable. Hein. Et donc ça, il faut bien en être conscient. Il y a eu des romans qui ont été écrits là-dessus, où la société se partageait entre ceux qui ne voulaient partager aucune de leurs données, donc ils vivaient à la campagne, ils n'avaient plus accès à aucun service, et ceux qui acceptaient de partager leurs données, alors tout leur était ouvert. Donc évidemment, il faut réglementer tout ça, et on peut dire que le règlement général pour la protection des données a été un progrès en Europe, mais que ça a été pour part très fortement détourné parce que c'est devenu des automatismes qui embêtent les gens et on aurait pu faire une application plus subtile. Je ne sais pas, Michel, si tu veux compléter. Et je pense qu'en fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, et je dirais aussi que c'est pas une question d'aujourd'hui. C'est une question dont on parle beaucoup aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de données, beaucoup de traitements, voilà. Mais ça existait déjà avant et souvent sans qu'on s'en rende compte. Par exemple, le fait que Amazon ou Facebook ou autres utilisent le fait qu'on regarde, qu'on achetait des bouquins et puis pour pouvoir vendre, etc. Moi, je me rappelle dans les années 70, c'était Jean-Louis Servan-Schreiber, qui était un patron de presse, qui avait sorti un bouquin sur les questions de presse.
qui disait un journal, n'est pas fait pour vendre de l'information à ses lecteurs. Un journal, c'est fait pour vendre ses lecteurs aux publicitaires. Exactement. Voilà. Donc c'était clair, écrit, n'importe qui peut aller vérifier encore aujourd'hui ça, quoi. Sauf que bon, c'était petit dans un coin, et que celui qui n'avait pas suivi les cours de Jean-Louis Servan-Schreiber, mais il n'en savait rien. Alors que là, il y a tellement de choses qu'on commence à s'en soucier. Et en ce sens-là, il y a un côté positif, parce qu'on commence à s'en soucier. Avec le règlement général que tu as évoqué, Hubert, et puis d'autres, quoi. Mais bon, c'est un petit progrès dans le bon sens et il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors, on a une autre question très intéressante aussi des internautes. Alors, des personnes ont peur d'avouer qu'elles ne savent pas lire et écrire. Elles voudraient apprendre. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait leur apprendre? Est-ce que l'on peut développer des programmes dans ce sens? Est-ce que vous avez des exemples? Oui, j'ai vu cette question dans la revue. Il y a quand même, de ce point de vue, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, mais on est pratiquement maintenant capable de s'interfacer, de travailler avec l'ordinateur, avec la parole. Il n'y a absolument plus besoin de savoir taper et de savoir lire et écrire pour, disons, se mettre en contact avec l'ordinateur. C'est aujourd'hui pratiquement acquis. Alors maintenant, est-ce que ce sera une manière finalement de dire que ne pas savoir lire ou écrire ne sera plus un enjeu? Je me souviens d'un livre ou d'une conférence de Michel Serres, le grand philosophe, qui, peut-être vous rappelez-vous de ce qu'il disait, autrefois, au XIIIe ou XIVe siècle, un étudiant qui allait à la Sorbonne écoutait le cours du professeur pendant 1 heure et pouvait, en sortant, réciter par cœur ce qu'il avait entendu pendant 1 heure. Et la question que se posait Michel Serres, à quoi servent maintenant les neurones qui étaient autrefois utilisés à mémoriser les leçons que le maître lui montrait. Donc, moi, je voudrais dire que je ne sais pas si c'est une réponse, mais ça pourrait en être une, que pour tout un tas de démarches, le fait de ne pas savoir lire et écrire soit moins un problème. Je ne sais pas, Michel, si tu es d'accord. Michel, On le voit aussi sur un autre aspect au niveau des personnes qui vivent certains handicaps, en particulier les aveugles et non-voyants, par exemple, ou malvoyants. Il y a de plus en plus de logiciels pour pouvoir dire, se faire lire les textes par l'ordinateur, répondre, donner des commandes, etc. Quand sur un smartphone, vous pouvez, la plupart, en tout cas des modèles aujourd'hui, vous voulez taper un SMS, vous pouvez lui dire ce que vous voulez. Ceci dit, il y a encore des fois des bizarreries, et si vous avez cliqué trop vite, vous vous rendez compte que vous avez envoyé un message un peu curieux à votre correspondant, parce que l'ordinateur, il ne vous a pas tout à fait bien compris, on va dire. Voilà. Donc il y a des gros progrès, mais ce n'est pas encore complètement à ce niveau-là encore, mais ça va dans le bon sens. Je suis convaincu qu'un jour, oui, on discutera avec l'ordinateur et puis voilà, il n'y aura plus besoin de clavier, etc. Est-ce que ça répond à la question de quelqu'un qui a du mal à lire et écrire? Oui, peut-être là-dessus. Maintenant, il y a d'autres domaines dans la vie où on a besoin de lire et écrire, indépendamment de l'ordinateur. Voilà. Et donc, et puis l'histoire, j'aime bien l'exemple que tu as donné, Hubert, sur la mémoire. Quand l'imprimerie a été inventée par Gutenberg dans les, je sais plus, 1450, par là, une des craintes qu'il y avait avec l'arrivée de l'imprimerie, c'est qu'on allait perdre nos capacités de mémoire. C'était des grosses craintes. Voilà. Et puis en même temps, il y a des choses, toujours on a des peurs ou des espoirs, et puis ce qui se passe après, c'est pas forcément ça. Par exemple, quand l'imprimé est arrivé, l'Église catholique, il voyait un côté positif. Elle allait pouvoir imprimer plein d'indulgences. C'est des papiers qu'elle vendait pour avoir des places au paradis, donc elle allait gagner plein de sous. Ok, mais elle n'avait pas prévu qu'on allait pouvoir imprimer la Bible, que tout le monde allait pouvoir lire la Bible, et que finalement ça a débouché sur le protestantisme. Exactement. Donc
où est-ce qu'on va aller avec tout ça? Moi, il n'y a pas marqué de vin sur le front. Là. Alors, je voulais citer aussi un des articles de la revue. C'est l'article de Monique et Marc Couillard, qui Oui. sont en Belgique. Et donc, leur article s'intitule Intelligence artificielle au pluriel et grande pauvreté. Et, euh, et donc, du coup, il parle d'une. Alors, il y a une citation d'une personne qui a participé à une université populaire qui dit grâce à Internet, j'apprends à écrire, je recopie des messages que je reçois et que j'aime bien. Et après, ils expliquent aussi que en fait, la communication, notamment via le numérique, passe par plein de choses, des images, des photos, et que ben, ça permet aussi une certaine forme d'expression. Alors, est-ce que c'était ressorti peut-être, Michel, dans les Attends, je ateliers? ne vous vois plus parce qu'il y a un papier devant la caméra. Là. Oh, pardon. Pardon. Mais en tout cas, l'article, moi, je vous invite vraiment à le lire parce qu'il est plus large que l'intelligence artificielle. Il montre vraiment tout ce qu'on met derrière fracture numérique, électronique, quels que soient les mots, toutes les difficultés que les nôtres ont par rapport au numérique et sur lequel on doit se battre, entre autres avec le département numérique qu'on m'a demandé d'animer. Voilà. Il y a vraiment un combat qui doit se faire. Il y avait une question tout à l'heure je ne sais plus exactement comment elle a été formulée, mais est-ce qu'il y a des endroits où on réfléchit à tout ça et auquel Hubert avait déjà répondu, mais oui, c'est un des. On essaye de se battre. Vraiment, on a été auditionné au Sénat, auditionné au Défenseur des droits, auditionné au Conseil de l'Europe. Je suis en train de préparer une audition au Conseil national consultatif des droits de l'homme, etc. On essaye partout où on peut d'aller dire oui, ben, ok, voilà ce qui se passe concrètement, voilà ce qu'il faut faire. Et c'est là où on a besoin. Alors là, pour le coup, j'en profite, tu m'excuseras, mais lancez un appel. Écrivez-nous, donnez-nous tous les exemples, toutes les situations dans lesquelles vous galérez parce que ça ne va pas, hein, parce qu'on a besoin de ça pour pouvoir se battre, et puis parce qu'on est convaincu qu'il y a des choses qu'on peut changer. Voilà, on est là pour ça. Alors, on va mettre l'adresse, peut-être l'adresse mail du département numérique en commentaire. Comme ça, s'il y a des personnes Voilà, intéressées. département.numérique@atd-carmonde.org, pas d'accent sur département et numérique, comme d'hab. Voilà. D'accord. Mais Alors, tu mets mon truc, ça ouais, va très bien. très bien, merci. Alors moi, j'avais peut-être une autre question qui était qu'on n'a pas encore, enfin qu'on n'a pas trop abordée, c'était la question de l'accès au droit. Donc là, il y a un mot qui est un petit peu partout, c'est la dématérialisation. Et peut-être que vous avez l'un et l'autre des exemples là-dessus sur voilà ce que ça rend plus compliqué peut-être pour les personnes en situation de pauvreté. C'est quelque chose qui en Michel. France en particulier, mais pas uniquement la France, a été initié déjà depuis pas mal d'années, bien avant le gouvernement et le président actuel, hein, voilà, et qui se continue, puisqu'il y a au moins 250 démarches qui doivent être dématérialisées d'ici 2022, voilà, donc c'est à notre porte. Voilà, hein. Avec toutes les difficultés, les angoisses, la perte de droit, la perte de se tromper, parce que si je clique au mauvais endroit, je vais perdre ce que j'ai, etc. Quoi. Et il y a quand même il y a une réaction depuis plusieurs années où l'État français s'est rendu compte quand même de la situation et met en place des outils. Alors, souvent, il faut du temps, etc. Hein, mais par exemple, les maisons France Service, voilà, où on a vraiment intérêt à regarder chacun dans sa zone, même rurale, qu'est-ce qui existe, où c'est une espèce de retour, et dans certains coins, c'est même une arrivée des services publics. Voilà, c'est quelque chose de nouveau, voilà, où les maisons France Service, vous avez 9 institutions, Pôle emploi, la CAF, la Poste, etc., qui doivent être là, plus souvent au niveau local, ils ajoutent des choses. Et puis, il y a des outils pour se former au niveau numérique gratuitement, il y a des outils pour se faire aider,
par exemple 4000 conseillers numériques qui sont en train de se mettre en place. On est en train de tester, découvrir ça grâce à une conseillère numérique à TD qu'on a mis en place sur Lyon. Donc il y a des choses. Je ne suis pas en train de dire c'est merveilleux, ok. Non, il y a des dangers, il y a un combat à mener, etc. Mais on commence à être entendu, il commence à se passer des choses et il faut aussi le prendre en compte pour pouvoir aller voir sur place et puis se dire, bah oui, ça c'est bien, puis ça, bah non, il faudrait faire autrement. Alors un peu dans le prolongement de ce que tu dis, il y a une question d'Internet. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'elles peuvent avoir accès à certaines prestations. Est-ce que l'intelligence artificielle peut les aider à accéder à leurs droits? Ça, c'est une question qui est vraiment extrêmement importante. C'est-à-dire que il y a ce qu'on discutait tout à l'heure sur le fait que la machine, on doit lui obéir pour faire des démarches administratives, et c'est ça qui fait peur dans la dématérialisation par rapport à un être humain qui comprendra la situation. Maintenant, la question qui est posée, est-ce qu'il est acceptable d'utiliser le numérique pour avoir une meilleure compréhension des données personnelles, par exemple des gens dans la très grande pauvreté, et d'aller de façon proactive vers eux pour leur dire vous avez droit à telle ou telle aide. Et ça, je ne pense pas qu'aujourd'hui ce soit vraiment dans les mentalités. On va utiliser, comme on le disait tout à l'heure, l'intelligence artificielle pour découvrir les fraudes, mais de la même façon qu'on sait découvrir les fraudes, on pourrait se servir des mêmes outils pour découvrir quelles sont les aides auxquelles un certain nombre de gens ont droit et qui n'ont pas eu l'opportunité de demander. Ça serait un changement profond où on dirait, oui, on est d'accord de partager nos données personnelles parce que ça permettra de mieux connaître nos droits. En fait, il y a des réflexions actuellement dans certains services de l'État ou d'organismes de l'État pour aller dans ce sens-là. Mais c'est quelques personnes dans des coins qui réfléchissent à ça, qui veulent y aller, etc. Et derrière, il y a toutes les contingences politiques, administratives, financières qui évidemment vont dans l'autre sens, quoi, avec tout ce courant qu'on sent très nettement depuis quelques années où il faut lutter contre l'assistanat, où les pauvres ils nous coûtent cher, ou etc. Et là, ce n'est pas une question d'intelligence artificielle, c'est une question politique, au sens profond du mot politique. Et ça veut dire que c'est à nous tous de jouer en tant que citoyens. Hein, c'est pour ça que le mouvement il a créé l'Alliance, c'est faire que tous ceux qui ne connaissent pas la galère dans leur vie s'allient avec ceux qui la connaissent pour essayer de changer les choses. Hein. Et il y a des moyens techniques, comme le vient de dire Hubert, d'aller dans le bon sens, mais on a besoin de la pression militante pour pouvoir que ces outils puissent vraiment aller dans le sens que l'on souhaite. C'est plus de la technique, là, c'est de la militance. Très bien, merci. Alors on prend une dernière question de nos internautes. Donc, alors la question c'est, les échanges dits virtuels peuvent donner l'impression qu'ils sont immatériels et illimités, mais c'est un leurre. Il y a des machines il y a des machines avec un impact très lourd. Qu'en pensez-vous? Donc là, j'imagine que c'est sur la dimension écologique de l'intelligence artificielle et du numérique. Bon, Vaste sujet. non, mais ce sujet-là, il est fort bien connu. Euh, Aujourd'hui, on pense que le numérique représente à peu près 8% des dépenses en énergie et que, évidemment, ça va continuer d'augmenter. Bon, mais dès qu'on fait ce calcul, la pandémie nous a conduit à faire énormément de réunions Zoom. Autrefois, on prenait le train ou on prenait l'avion pour aller rencontrer des gens. Donc, tout ça doit être regardé avec énormément de soin. Et aujourd'hui, pour moi, la vraie question, c'est de savoir qu'est-ce que l'on perd dans les relations humaines quand on est dans un échange virtuel qui ne pourra pas passer au travers des écrans. Il vient d'y avoir une étude très intéressante faite par Microsoft, qui pourtant a intérêt à vendre ces outils, qui démontre que
la capacité des gens de communiquer, de se parler, d'inventer des choses ensemble a nettement diminué depuis qu'il y a les visioconférences. Et quand on sait que c'est Microsoft qui l'écrit, ce n'est pas dans leur intérêt que de le dire. Donc il y a un nouvel équilibre à trouver entre les rencontres en réel et les rencontres virtuelles. Il ne faut pas que la question de la consommation d'énergie soit le seul moteur qui fasse qu'on trouve le bon équilibre. Et puis, c'est une situation, enfin, c'est une question complexe. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte de beaucoup de choses, quoi. Il y a l'exemple que vient de donner Hubert, quoi, entre les voyages ou le Zoom. Bon, on va dire que dans un cas, c'est plus économique en CO2, par exemple, un Zoom qu'un voyage. Ça dépend encore du voyage. Mais il y a plein de choses. Par exemple, actuellement, il y a plein de projets au niveau agriculture, au niveau intelligence artificielle, objets connectés, 5G en particulier, qui s'ils sont bien mis en œuvre, permettent d'économiser énormément l'eau. Et si on dit ça comme ça, ben c'est très positif, quoi, voilà. Et puis on va donner un autre exemple où ça dépense beaucoup d'énergie. Mais cette énergie, qu'est-ce qu'on en fait? Par exemple, il y a de plus en plus de chauffage urbain qui se fait à partir des fermes de serveurs. Donc cette chaleur qui jusqu'avant était perdue, voilà, ben, elle est utilisée. Il y a du bon et du mauvais. Pour moi, tout ce qui est numérique, c'est comme le couteau. Un couteau, ben, vous pouvez vous en servir, j'allais dire égoïstement dans votre coin, vous couper un bout de pain, je ne sais pas quoi. Ou vous pouvez vous en servir pour partager le pain avec tous ceux qui sont autour de vous. Ou vous pouvez vous en servir pour tuer votre voisin. C'est le même couteau. Voilà. Et moi, quand on me dit il faut le numérique c'est formidable ou le numérique c'est la pire des catastrophes, c'est comme le couteau. Est-ce que vous êtes prêt à supprimer tous les couteaux parce qu'il y a un assassin? Non. Qu'est-ce que je vais faire avec mon couteau? Qu'est-ce que je vais faire avec mon numérique? Ça c'est la question. Et c'est d'ailleurs un des trucs que vous retrouvez dans l'article des militants de Brest et de Lyon, que le problème, finalement, c'est l'utilisation qu'on en fait. Et donc, c'est pas quelque chose... j'envoie les questions à ceux qui savent là-bas et puis ils vont essayer de faire quelque chose. Ça me concerne aussi. Qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, je voulais justement finir avec les mots des personnes de Brest et de Lyon. Donc, il y a une personne qui nous dit, le problème vient que souvent les innovations nous sont imposées. Donc, ma dernière question, un peu en conclusion, pour tous les deux, c'est comment faire pour que l'intelligence artificielle et le numérique soient une chance pour les personnes en situation d'exclusion? J'ai plusieurs réponses par rapport à ça. Michel disait à très juste titre, il y a un certain nombre d'outils qui ont été adaptés pour les malvoyants et tout ça. Il se trouve que la société dans laquelle j'ai été faisait des automates pour vendre des tickets de train ou pour faire des paiements. Et ce qu'on a compris très bien, c'est que si on ne concevait pas cet outil en pensant au handicap d'abord, on était incapable de rajouter cette facilité après. Donc ça, c'est véritablement ma première réponse. Il faut penser dans le bien commun que les inégalités sont quelque chose qui doivent être mis absolument au cœur. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que nous sommes aujourd'hui inclinés, poussés à penser que tout ça va tellement vite qu'on ne peut pas faire autrement que de suivre. Ça n'est pas vrai. Les sociétés qu'on appelle parfois les GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple, ont leurs intérêts, veulent faire de la croissance. Nous ne sommes pas obligés de croire ce qu'ils disent et nous devons définir en Europe ce que nous voulons véritablement du numérique pour servir les valeurs que nous défendons. En fait, il faut pas s'avouer vaincu, voilà. Et sur tous ces sujets-là. Et je prends un exemple avec la question des sites internet administratifs, qui sont souvent mal foutus, on va dire, compliqués, etc. Voilà.
Et quand je dis ben, il faut dire qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'il faudrait changer, souvent on dit mais c'est pas possible, de toute façon c'est loin, c'est là-bas, c'est quelque part à Paris, et puis jamais ils nous écouteront. Alors qu'en fait il y a des outils, moi je travaille, je représente le mouvement auprès de la direction interministérielle du numérique, voilà, et je sais qu'à l'intérieur il y a des graphistes, il y a des spécialistes qui sincèrement cherchent à améliorer, à changer les choses, qui ont besoin de ces exemples-là, voilà, et si on ne leur envoie pas, eh bien, ils sont désarmés, ils peuvent pas. Quoi, voilà. Donc, comme je le disais déjà tout à l'heure, voilà, c'est possible d'agir, il faut nous dire, là, il y a quelque chose qui ne marche pas, voilà, et puis après, ben, on va essayer de faire bouger les choses. Il y a des gens à tous les niveaux qui veulent que ça bouge. Alors, ben, merci à tous les deux. On arrive au bout de cette soirée et merci à vous de nous avoir suivis. C'était vraiment enfin, un échange passionnant. Alors, vous parlez un petit peu des autres articles aussi qui sont à découvrir dans ce numéro de la revue. Alors, on en a déjà un petit peu parlé. Il y avait l'article L'obéissance aux machines fait de nous des machines obéissantes de Marc Ouniadi, donc qui est professeur de philosophie sociale, morale et politique à l'université de Louvain en Belgique. Il y avait Intelligence artificielle et grande pauvreté de Monique et Marc Couillard, qui viennent de Belgique aussi. Pour un numérique fraternel de Claude Kirchner et Jérôme Perrin. Des audiences en ligne inhumaines et injustes de Tammy Maines, qui est militante quart-monde britannique. Donc c'était aussi un exemple qu'on n'a pas cité, mais qui était aussi assez illustrant justement de à quel point le numérique peut être inhumain. Scandaleux Voilà. le numérique dans ce cas-là. Voilà. Et donc, alors, il y avait aussi l'État-providence numérique et les droits de l'homme, donc par Philippe Alstom. Et enfin, il y avait Solidarité digitale par Roberto Rossini. Donc tout ça, c'est à découvrir dans le numéro 259 de la revue Quart-Monde. Si vous voulez vous abonner, ben, n'hésitez pas, on va remettre le lien en commentaire. Vous pouvez aussi retrouver les numéros précédents de la revue sur le site de la revue Quart-Monde. Et ben, un grand merci à vous et à bientôt pour une nouvelle soirée. Alors une dernière chose de Michel. Voilà, c'est que c'est bien de penser à soi en s'abonnant et en lisant la revue. Il faut viser plus large. Battez-vous pour que cette revue elle soit dans la bibliothèque de votre entreprise, de votre quartier, de votre paroisse, de n'importe quoi. Il faut qu'elle circule. Eh ben, merci beaucoup Michel, le message est passé et écrivez-nous. À bientôt. Merci et bonsoir. Au revoir. Merci, à la prochaine.